Bonjour à tous, et merci d'être là ce matin en présentiel ou en vidéo. On a le plaisir donc d'animer cette table ronde qui a eu beaucoup de succès parce que je crois qu'elle est quasiment dédoublée. Il y en aura une à peu près sur le même thème à midi. L'entreprise va-t-elle recréer du lien social? Donc dans un instant, Ariel Mendès, qui est professeur à l'université Marseille, nous plantera le décor. Pourquoi on se pose la question aujourd'hui? Et c'est vrai qu'on va rentrer dans des période mouvementée avec la présidentielle, des clivages importants entre les Français. Et peut-être que l'entreprise, c'est peut-être le lieu où justement on va pouvoir continuer et à vivre ensemble et à travailler ensemble et à se parler. C'est un lourd challenge. Donc on a le plaisir d'accueillir Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie, Daniel Ball, président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, évidemment Thierry Déot, le DG ou PDG de Meridiam? PDG, voilà, pardon. Et Arnaud Piéton aussi, le PDG, le DG, c'est toujours compliqué quand il y a un chairman ou pas, de Technip Énergie. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Puis Ariel, je vous propose de planter le décor. Merci Christophe. Alors, cette question, l'entreprise va-t-elle recréer du lien social? Pourquoi est-ce qu'on se la pose? Et donc, pourquoi cet enjeu? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, de nombreux travaux font le constat d'une société en crise. Une enquête de la Fondation de France de 2024 montre que 12% des personnes de plus de 15 ans sont en situation d'isolement relationnel. Isolement amplifié par les situations de précarité économique et sociale, chômage, monoparentalité, vieillesse, handicap, maladie. Alors les jeunes sont aussi concernés. Il faut savoir que 40% des moins de 25 ans déclarent une solitude chronique, et ce, malgré les réseaux sociaux. Et cette crise du lien social, elle représente un enjeu sociétal majeur. Elle a des effets sur la santé, sur l'éducation, l'emploi, mais aussi sur la production de richesses, ce que montrent des économistes comme Yann Algan. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ses travaux. En fait, il faudrait plutôt parler de crise des liens sociaux, parce qu'il n'y a pas un lien social, mais un enchevêtrement de liens sociaux. Il faut savoir qu'en sociologie, le lien social, c'est un sujet récurrent. Il était au cœur des travaux d'Émile Durkheim dès le 19e siècle, et aujourd'hui, il est encore au cœur des travaux d'un sociologue comme Serge Pogam. Alors, le lien social, c'est quoi? Parce que j'en ai pas encore donné une définition. On peut le définir comme un tissu complexe d'appartenance et de relations qui contribuent à faire d'un ensemble d'individus une société. Et ces liens, ils jouent un double rôle. Un rôle de protection, sur qui on peut compter, et de reconnaissance, pour qui compte-t-on. Et Serge Pogam distingue 4 types de liens sociaux en fonction des formes de protection et de reconnaissance. Les liens familiaux, les liens d'amitié, les liens professionnels et les liens de citoyenneté entre les membres d'une même communauté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, suivant les pays, les sociétés se structurent autour de liens sociaux dominants, même si les autres liens sont présents. Et donc, pour comprendre la crise du lien social dans une société, il faut identifier ces liens sociaux dominants. Dans les pays nordiques, les études montrent que ce sont plutôt les liens de citoyenneté. Dans les pays méditerranéens, c'est plutôt la famille. En France, ce sont les liens professionnels qui sont dominants. Donc, ce qui veut dire que la crise du lien social en France, elle met clairement l'entreprise au cœur du sujet. Donc, la problématique du cercle était tout à fait pertinente. Donc, historiquement, les entreprises sont un espace social de sociabilité. Le travail a toujours joué un rôle d'intégration sociale majeure. Vous savez qu'il façonne l'identité sociale, il participe à la socialisation. Et aujourd'hui, ce rôle, il est bouleversé par le recul du salariat, le télétravail, le chômage, la précarité, le développement de liens sociaux professionnels. Il est rendu potentiellement plus difficile. En même temps, ces liens, ils sont concurrencés par d'autres espaces de socialisation, comme les espaces numériques, dont on connaît les effets ambivalents, à la fois positifs et négatifs. Donc, dans ce contexte, comment les entreprises peuvent-elles recréer du lien social? Alors, il n'est plus question pour elles de se comporter comme Michelin ou Schneider. Vous vous souvenez de la fameuse formule de ces entreprises qui géraient la vie de leurs salariés du berceau à la tombe. Au XXIe siècle, aujourd'hui, à l'échelle d'un territoire, les entreprises ne sont pas seules à créer du lien social. Le lien social, il est créé par une multiplicité d'acteurs, collectivités, États, entreprises, associations. Donc les entreprises ne sont pas les uniques génératrices de liens sociaux. Les entreprises sont un acteur parmi d'autres, pas tout à fait comme les autres, mais elles font partie d'un écosystème.
Donc en participant à des projets collaboratifs avec les acteurs publics, associatifs, en créant de l'emploi, en soutenant l'emploi local, les entreprises contribuent à l'émergence, au développement de réseaux de coopération et de solidarité. Et d'ailleurs, la loi Pacte les y encourage. Pour terminer, aujourd'hui, il faut savoir que les fondations d'entreprises se multiplient. En 2022, les fonds de dotation, avec les fonds de dotation, elles ont engagé plus de 16 milliards d'euros pour l'intérêt général, c'est pas rien. Donc, par les projets qu'elles financent, ces fondations, elles participent à la restauration, à la création de liens sociaux. C'est tout à fait nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Les territoires ont besoin de s'appuyer sur un tissu économique solide dont les centres de décision sont ancrés localement. Et il me semble que c'est une des conditions pour que l'entreprise recrée vraiment du lien social. Merci Ariel. Donc on a 4 acteurs justement d'entrepreneurs et de patrons d'entreprises qui vont concrètement nous dire quelle est leur contribution à cette création ou recréation du lien social. On va commencer par un premier tour de table pour avoir votre perception et l'état des lieux justement de cette peut-être distanciation du lien social dans la société en général. Peut-être avec vous, Daniel Ball, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'État, les acteurs publics jouent suffisamment leur rôle ou est-ce que vous devez pallier certaines missions ? C'est clair que ça serait le premier rôle de l'État déjà, mais pour diverses raisons, je vais répondre clairement, je crois qu'il ne le fait pas complètement. Et donc à la question, est-ce que l'entreprise va-t-elle recréer du lien social, et sans vouloir tuer le débat, je réponds évidemment clairement oui, et je vais même plus loin, et je dis que l'entreprise doit s'engager en faveur de ce lien social. Un certain nombre de chiffres ont été donnés, j'en donnerai juste 2 autres. C'est le sentiment des Français vis-à-vis d'autrui qui reste aujourd'hui plutôt un sentiment de méfiance à 79%, d'après les chiffres qu'on m'a donnés. Par contre, un niveau de confiance élevé vis-à-vis de l'entreprise. Et ça montre qu'à l'intérieur de l'entreprise, mais comme dans le rapport que l'entreprise a avec les tiers, l'entreprise jouit quand même d'un bon capital de confiance. Ce n'est certainement pas le cas il y a 25 ou 30 ans. Et là, il y a une évolution importante qui se fait, ce qui veut dire que l'entreprise est forcément légitime aujourd'hui aux yeux des Français pour créer du lien social. Et quand on parle du lien social, vous l'avez bien défini, c'est diverses notions. Et moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en interne de l'entreprise, mais également dans le rôle que l'entreprise joue sur son territoire, par la création d'emplois, mais également par la contribution tout simplement à la vie des territoires et à la cohésion sociale. L'entreprise est aujourd'hui un lieu où on trouve de la cohésion, du vivre ensemble, ce qu'on trouve malheureusement pas assez dans le pays, mais on le retrouve quand même plus fortement au sein de l'entreprise. L'entreprise peut générer, doit générer un projet commun, et il est notre responsabilité de dirigeants de veiller à ce que ce projet commun puisse être le plus largement partagé, allant jusqu'à créer une vraie fierté d'appartenance à l'entreprise dans un objectif qui est simple. Une entreprise doit d'abord être créatrice de valeur, et plus on crée de valeur dans une entreprise, mieux ça vaudra, parce que la performance, c'est quand même le premier moteur de l'entreprise, et cette création de valeur permet ensuite de partager. Lorsque vous parlez de l'État, j'ai envie de dire que l'État aujourd'hui utilise pas mal l'entreprise. L'entreprise est souvent une ressource, y compris une ressource financière, et notamment les entreprises qui sont très présentes sur le territoire. Et on l'a encore vu dans les 2 dernières lois de finances, sont souvent plutôt pas bien traitées par l'État par rapport à d'autres qui ont leurs revenus ailleurs. Et notamment, on a quand même un vrai sujet, qui est celui de la taxation des entreprises et par conséquent la taxation du travail, qui est un point sur lequel on doit travailler. Donc j'insiste beaucoup sur le vivre ensemble que représente une entreprise et la réponse que l'on peut apporter est celle d'aller plus loin dans ce que l'entreprise peut apporter, bien entendu d'abord à ses clients, à ses salariés, mais à l'ensemble des acteurs du territoire. Thierry Léaud, est-ce que ça va de soi cette question ? Parce que dans l'histoire, le fait qu'on puisse demander à l'entreprise de jouer ce rôle-là, si on prend un siècle en arrière, si on voit le rapport de
si on revient à la lutte des classes, ce n'est pas forcément une mission qu'on pourrait confier aux boîtes. Et de l'autre côté, aujourd'hui, si on va en Amérique du Nord, chez nos amis MAGA, l'idée que l'entreprise puisse faire autre chose que faire du profit, ce n'est pas non plus évident. Alors c'est vrai qu'il faut faire la différence entre créer ou recréer du lien social. L'entreprise a toujours créé du lien social. Puis si on retourne quelques siècles en avant, les formes de sécurité sociale ont été inventées par des entreprises, d'abord, privées, sans qu'il y ait l'État. Et donc je pense aussi qu'il faut aussi regarder le lien social sur plusieurs niveaux. Si on le regarde de façon un peu philosophique à la mode Spinoza, c'est jamais que le lien entre les parties extensives qui fait la différence entre la vie et la mort, parce qu'on est une société d'animaux sociaux. Ça c'est un peu le minimum basique, mais c'est pas forcément le bien vivre ensemble. Et là on parle du bien vivre ensemble comme le lien social. Et donc l'entreprise, historiquement, l'a toujours fait, mais c'est vrai que la reconnaissance de ce rôle, en tout cas en France, n'est venue finalement être officialisée qu'avec la loi Pacte. Finalement, d'accepter ou de déclarer clairement que l'entreprise peut avoir une responsabilité sociétale. Alors en interne, je pense que toutes les réglementations en France le mettaient déjà en exergue, parce qu'on a une responsabilité de bien-être de ses salariés, une responsabilité, et puis la mission d'entreprise, évidemment, crée ce lien, puisque tout le monde est un peu aligné dans cette mission, et puis en général, si on n'est pas aligné, on s'en va, ou en tout cas, c'est difficile de rester dans ce groupe social. Et la responsabilité vis-à-vis de l'extérieur, je pense que c'est quelque chose qui s'est développé peut-être plus tardivement en France et officialisé, je disais, après la loi Pacte. Mais le fait qu'il y ait des fondations d'entreprises et que les entreprises se focalisent sur l'impact de leur activité, qu'elle soit environnementale, mais sociale, et en soient conscients, responsables, et essaient d'avoir des externalités positives de leur activité, est devenu quand même, que ce soit volontaire ou pas, quasi obligatoire de toutes les entreprises aujourd'hui, parce que ça a été vraiment mis en exergue. Alors, il y a beaucoup d'autres sociétés hors de France où c'était déjà le cas. C'est-à-dire, paradoxalement, les entreprises américaines faisaient beaucoup plus de philanthropie ou d'action sociale à travers leurs fondations depuis plus longtemps que ne le faisaient les entreprises en France. Mais en tout cas, une dynamique positive, et je pense une accélération, parce que les Français, mais beaucoup des Européens et la plupart du monde traversent des transitions tellement rapides, parce que le lien social, il est distendu par le fait qu'on vit trop de transitions en même temps, climatique, numérique, sociale, et c'est ce qui crée la peur, l'angoisse et la défiance envers l'autre. Et donc, l'entreprise aujourd'hui, par le fait qu'elle accepte sa responsabilité vis-à-vis d'autrui, peut transmettre finalement cette capacité de tous à être responsable vis-à-vis d'autrui. Et la remise en cause outre-Atlantique que j'évoquais, c'est-à-dire le fait de dire finalement l'entreprise elle a un objectif, c'est normal, faire de la croissance et du profit. Est-ce que ça remet en cause toute cette évolution positive que vous avez décrite? Non, c'est en même temps. Voilà. Enfin, aujourd'hui, on n'imagine pas au sein d'une entreprise avoir une performance financière, opérationnelle, dans la mission, sans le volet du lien. Parce qu'en fait, la cohésion, la mixité, l'inclusion, c'est là où aussi l'entreprise va chercher les talents dont elle a besoin pour satisfaire ses clients et pour être performante. Donc moi, je ne dissocie pas la performance globale de l'entreprise de celle de sa responsabilité sociale. Catherine MacGregor, une entreprise comme la vôtre, elle est présente dans le quotidien des Français et elle est très impactée par les débats actuels. Je pense évidemment à celui de la transition écologique, mais pas seulement, celui de l'immigration aussi pour la main-d'œuvre
dont les entreprises ont besoin. Est-ce que vous pensez que vous devez prendre part à ces vastes débats publics et vous engager? Alors, dans la mesure où on parle de sujets qu'on connaît, toujours à notre place, sans se substituer aux politiques, évidemment, l'entreprise a une voix très importante à apporter au débat. Et peut-être pour rebondir un peu sur ce qui a été dit sur le lien social, parce que c'est vrai que, je ne sais pas, dans vos entreprises, quand vous assistez à un pot de départ, de quelqu'un qui a passé 15 ans dans son entreprise, l'émotion, elle est incroyablement présente. Les gens sont au bord des larmes, ils parlent de leurs collaborateurs comme si c'était des membres de leur famille, parfois, surtout quand ils ont par exemple vécu à l'étranger, vécu des expatriations. C'est des expériences très très fortes, et je trouve que c'est à ces moments-là qu'on réalise que ce lien social, en fait, c'est pas juste des mots, en fait. C'est une réalité, évidemment, parce que souvent, ces liens sociaux, ils sont nourris par des difficultés, des projets en commun, des réussites. Et puis après, évidemment, nous, en tant que dirigeants d'entreprise, on structure tout ça. On donne une raison d'être à l'entreprise. On lui donne une stratégie, une clarté. On s'assure que les projets qu'on met en œuvre, ils soient intelligents, acceptés, appropriés, et donc avec des bénéfices sur les communautés dans lesquelles on travaille, etc. Donc tout ça, on s'y attelle, et c'est une réalité. Moi, ça me frappe à quel point tous ces mots, en fait, on les vit vraiment au quotidien. Alors après, je trouve que ça nous donne aussi une grande responsabilité en tant qu'entreprise. Vous l'avez dit, évidemment, apporter notre voix dans le débat, puisqu'on est souvent l'entreprise, un monde où finalement une logique économique, c'est souvent la logique de la rationalité quand même, on a beau dire. Et donc cette rationalité, on peut la mettre dans le débat public, où parfois les émotions, les fake news, etc. Donc je pense qu'on a effectivement un rôle très important. Mais j'allais parler peut-être de cette responsabilité en tant qu'entreprise, d'être une bonne représentation de la société dans laquelle on vit. Et je pense que cette responsabilité, si on est un peu critique envers nous-mêmes, on a encore du travail à faire. On a beaucoup de leviers et on les met en œuvre. Je pense évidemment à l'égalité homme-femme. Donc chez Engie, nous, on est très engagés sur ce débat, et je pense qu'on est une des entreprises qui fait probablement le plus, mais on est aujourd'hui, disons, à 33% de nos managers qui sont des femmes. Alors, on n'est pas encore aujourd'hui à parité. Et pourtant, je vous assure, on y met des efforts monstrueux. Et quand je regarde d'autres dimensions de l'inclusion, les origines sociales, on n'y est pas du tout. On est quand même aujourd'hui beaucoup encore dans la réplication, la répétition d'un certain modèle. Et là, évidemment, on fait énormément de choses. L'apprentissage, l'alternance, le CFA, les achats inclusifs. Le CFA, on a à peu près 260 personnes qui sont en préparation d'apprentissage. Parce qu'en fait, l'apprentissage, c'est bien, mais déjà, vous allez chercher des jeunes qui sont déjà finalement assez près du monde du travail. Le CFA, c'est ceux qui sont loin du monde du travail et qu'on essaie de rapprocher du monde du travail. Donc, on fait tout ça, mais je pense quand même qu'on a encore beaucoup de travail. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. Je pense par exemple au stage de seconde. Le stage de seconde, c'est un moment important pour les jeunes. Et c'est vrai qu'une entreprise, peut-être par facilité, souvent va ouvrir ses stages de seconde aux enfants des collaborateurs. Alors, c'est formidable, et en même temps, les enfants des collaborateurs ne sont peut-être pas forcément ceux qui ont besoin de développer leur réseau, de comprendre ce que c'est qu'une entreprise, etc. Donc, soyons volontaristes et ouvrons nos stages de seconde à des gamins qui n'ont aucun réseau, aucune notion de ce que c'est que l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a encore quand même pas mal de choses à faire. Nous, chez Engie, on est très engagés, mais moi, je pense qu'il faut se mettre la barre encore plus haute, parce qu'on a un véritable rôle à jouer, un rôle hyper positif, et qu'il faut évidemment utiliser l'entreprise comme vecteur de transformation et d'amélioration de l'inclusion de nos sociétés. Et peut-être dernier point, parce que tu parlais de la transformation, c'est un sujet effectivement très important. Dans les entreprises, on sait transformer, parce qu'en fait, on fait ça tout le temps. On a les méthodes, on a le dialogue social, on sait expliquer, embarquer. Alors, on le fait plus ou moins bien, mais c'est quand même quelque chose qu'on fait, parce qu'une entreprise qui ne se transforme pas, en fait, elle finit par mourir. Donc, on sait faire. Et donc, sur les sujets de l'IA, par exemple, qui sont des sujets de société,
c'est quand même intéressant de voir comment l'entreprise se saisit de ce sujet, essaye de le tourner en quelque chose de positif, pas juste on va juste couper les jobs et on va déshumaniser l'entreprise. Et donc encore une fois, là, on voit le rôle fondamental de l'entreprise qui finalement va avoir un impact aussi sur la société, parce que la manière dont elle se saisit de ces sujets type IA va être quelque chose probablement de plus positif que ce que parfois on peut imaginer. On viendra, Catherine, tout à l'heure sur les exemples très concrets, mais j'ai une question supplémentaire quand même. Vous évoquiez effectivement la désinformation, les fake news, votre rôle sur l'IA, sur le réchauffement climatique, etc. Est-ce que de quelle manière vous pensez devoir, à un moment donné, faire ce rôle ? Parce que tout ça, ça risque quand même de fracturer notre société. Et encore plus dans l'année qui vient, où il y aura un débat présidentiel sur tous ces enjeux. On va assister à une fracturation. Le risque, c'est que cette fracturation, elle rentre dans vos organisations, dans l'entreprise. Et quel est le rôle d'un dirigeant dans ces cas-là ? Alors, peut-être de manière très concrète, un dirigeant peut illustrer la réalité de ce qu'on essaie de défendre. Prenons par exemple la transition énergétique, le mix énergétique, le sujet renouvelable, pas renouvelable, etc. Quand on voit concrètement le projet éolien en mer, Île-Dieu-Noirmoutier, qui va fournir de l'électricité à environ 800 000 personnes en Vendée. Ce projet, il a bénéficié de manière très importante à l'économie européenne, à l'économie française et même à un certain nombre de PME vendéennes. Ce projet, il permet de créer 66 jobs sur l'île-Dieu. L'île-Dieu qui souffre évidemment d'une économie extrêmement saisonnale, c'est-à-dire que l'hiver, il n'y a personne. Donc là, avec 66 jobs sur l'île-Dieu, vous changez en fait le profil de l'île-Dieu. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont s'installer, qui vont avoir des enfants, potentiellement des écoles, qui vont retrouver... Donc tout ça, c'est hyper concret. Et alors là, quand vous allez à l'inauguration de ce projet, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus « moi, je suis contre l'éolien ». Ça n'existe pas en fait. Parce que ce projet, s'il a vu le jour, c'est qu'il a évidemment un soutien local très important. Donc sur un panel comme ça, le jour de l'inauguration, vous avez le patron du comité des pêches, vous avez évidemment le maire, vous avez la maire en l'occurrence, vous avez le projet manager du projet, le nôtre, vous avez le président du département qui dit en fait au début de ce projet, tout le monde a voté contre. Et quelques années, longues années après, le projet a aujourd'hui bénéficie d'un soutien très important. Et pourquoi ? Évidemment, parce qu'on y a mis, bien sûr, le temps, les moyens, l'écoute, etc. Ce n'est pas un projet qui a été facile, mais on y arrive. Et donc toujours, je pense que mon point, c'est de dire qu'en fait, très souvent, au niveau national, etc., on oppose des choses qui, en fait, quand vous les mettez en œuvre et correctement dans la réalité, au plus près du local, en fait, les barrières, fractures politiques, elles s'effacent parce que la réalité positive s'impose, tout simplement. Voilà. Merci. Arnaud Piéton, on a dit effectivement que on a les résultats, on a les sondages et puis on a la perception des Français que les salariés considèrent souvent leur entreprise comme une boussole. Ils lui font confiance par rapport à d'autres organisations, notamment des institutions ou les politiques. J'essaie de faire entendre une voix un petit peu dissonante. Est-ce que parfois on est allé trop loin dans la multiplication dans l'engagement social et l'engagement RSE des entreprises, dans la multiplication des micro-communautés au sein des entreprises ? Alors, je vais abonder dans votre sens. Effectivement, je pense, mais ça a été dit, que sans se substituer à l'État, l'entreprise est devenue, et en particulier depuis le Covid, je trouve, plus une boussole pour les employés et pour les membres de l'entreprise que d'autres institutions, peut-être. On est à un moment où il y a une forme d'atomisation numérique, on est nourri de réseaux sociaux qui ne sont pas si sociaux que ça, de télétravail qui a peut-être donné de la flexibilité, mais je ne suis pas certain qu'il n'ait fait que du bien. Tout ça, le télétravail et les réseaux sociaux, ça a donné... c'était une source de relations artificielles, en fait. Et alors que quand on amène ces gens dans l'entreprise, les gens dans l'entreprise, eh bien, ils se regroupent derrière un projet commun, que ce soit un projet à construire, une ferme éolienne, que ce soit le projet d'entreprise lui-même. Et là, on fait fi
C'est un espace où les gens de toutes origines, de toutes religions, de toute opinion politique se retrouvent et se regroupent derrière un projet commun, le projet d'entreprise ou le projet qu'il y a à construire, ou l'innovation qu'il y a à livrer. Et pour revenir à votre question, je pense que, alors peut-être pas complètement en France, mais certainement aux États-Unis où j'ai passé beaucoup de temps, on a atteint des extrêmes pendant un temps, et on a vu là, avec la nouvelle administration, un retour en arrière. Mais chez Technip et Technip Energies, je peux dire, on avait aux États-Unis des groupes représentés de minorités. Alors il y avait les Noirs américains, les Hispanos, mais on est arrivé à une duplication de ces groupes représentés qui en fait formaient des communautés, mais on avait créé une forme de communautarisme dans l'entreprise. Donc on a fait marche arrière, on a dit ça suffit tout ça, parce que le nombre de cas particuliers qu'il peut y avoir, enfin ça peut être infini, hein, les combinaisons de particularités qu'on peut imaginer. Parce que on avait poussé trop loin. On allait quasiment à l'encontre de l'intérêt général, du vivre ensemble. Et puis, on avait, à force de se surconcentrer sur des minorités, on a oublié les majorités aussi. Donc la majorité qui était un peu plus silencieuse, qui pensait qu'elle était représentée, ne l'était plus autant. Ce qui posait des questions parfois de justesse dans les choix, dans les promotions, dans les avancements, etc. Donc oui, on a certainement à un moment donné poussé trop loin. Donc, et là aussi, alors c'est plus facile de le faire dans l'entreprise parce qu'en tant que dirigeant, on est capable et on a les moyens, on a les leviers, Catherine le disait, de choisir une direction ou une autre, de créer des choses ou de les défaire. Et donc c'était assez simple à corriger. Mais il était important de se rendre compte qu'on allait trop loin. On crée du communautarisme dans l'entreprise. Ça a été supprimé pour revenir à l'intérêt général. Alors justement, on va rentrer maintenant dans des cas beaucoup plus concrets, dans la manière dont vous justement, et quelle dose vous mettez dans cette recréation du lien social. On va commencer, on va un peu mélanger, c'est bien. Hein. Thierry, vous êtes une entreprise à mission, il y en a deux, hein, je crois, avec Daniel aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change, au fond, concrètement? Est-ce que c'est que des mots ou est-ce que ça change la manière dont on est organisé? Ça change beaucoup parce que la mission devient finalement le projet stratégique de l'entreprise. Donc un projet stratégique, ça sous-entend à la fois une mise en œuvre, ça sous-entend une cohérence dans la rémunération, donc ça va jusqu'en bas de la chaîne. Donc chez nous, on est une entreprise à mission avec 3 piliers dans la mission, dont un pilier, c'est plutôt les people, donc l'inclusion est l'axe qu'on a choisi pour... Alors il y a le climat, il y a la nature et il y a les people. C'est assez simple. Dans le référentiel des ODD, donc on en a choisi quelques-uns qui sont stratégiques et ça se traduit dans tout ce qu'on fait, et y compris dans la rémunération court terme et long terme des employés de l'entreprise, mais ils sont tous engagés, donc et on le décline en objectifs opérationnels très clairs, c'est-à-dire que quand on fait des investissements, on est obligé de vérifier que l'impact qu'on a sur ces 3 axes est celui qu'on veut atteindre. On a une vraie trajectoire de décarbonation donc, qui contraint nos investissements, mais qui contraint aussi le fonctionnement de l'entreprise. Aujourd'hui, que ce soit nos voyages, parce qu'on est dans 50 pays, et la trace carbone de Meridiam, elle est suivie par les employés d'ailleurs. Et donc, à la fin, je paye pour compenser. Et on paye pour compenser en investissant finalement dans des projets sociaux de soutien d'associations qu'ont choisi les employés. Donc en fait c'est un cercle assez vertueux où ils portent en fait l'impact social et le lien social en dehors de l'entreprise à travers leur propre engagement, notamment sur l'environnement, mais sur d'autres aussi. Donc le sujet de l'inclusion chez nous, c'est l'égalité homme-femme, c'est aussi la mixité sociale. Et bon, contrairement à la mode américaine,
L'inclusion, pour moi, c'est l'acceptation de l'altérité. C'est pas faire ressortir toutes les altérités pour en faire une espèce de patchwork de trucs qui se mélangent pas. Alors je suis peut-être idéaliste, mais la vraie mixité, c'est le jour où on ne remarque plus les différences, mais parce qu'elles sont toutes acceptées comme telles et faisant partie d'un groupe. Alors c'est pas facile à faire, mais en tout cas, je pense que chez Meridiam, on y arrive assez facilement, mais c'est plus facile avec 400 personnes qu'avec 50 000. Hein. Et donc ça c'est vraiment un des axes concrets. Quand on a préparé avec vos équipes cet échange, ils m'ont fait remarquer qu'en même temps, il ne fallait pas être trop prosélyte. Il ne fallait pas que l'entreprise... que c'est une responsabilité interne, mais que ce n'est pas nécessaire, vous allez me dire pourquoi, de trop en parler. Enfin, moi, je suis ingénieur à la base, donc d'abord on fait, on montre qu'on a fait, après on peut éventuellement en parler, voilà. Parce que le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en ont beaucoup parlé et qui n'ont pas fait grand-chose. Et donc c'est mieux la preuve, et c'est pour ça qu'on a un système de mesure de notre impact rigoureux et exigeant, parce que d'abord il faut faire. Après on peut en parler, mais c'est mieux de bouger les choses par l'action que par la parole. Alors la parole peut aider parce que ça peut entraîner d'autres, et on a des rapports d'impact pour ça, mais c'est vrai que quand on dit moins de prosélytisme et plus d'action, c'est que l'action c'est le meilleur prosélytisme. Alors on va changer d'échelle justement avec vous, Catherine. 100 000 salariés. Voilà. Et donc, concrètement, quelles sont toutes les initiatives avec lesquelles vous parvenez ou tentez de recréer ce lien social, à la fois, j'imagine, par l'intégration au travail. Vous allez nous dire ce que vous pensez du télétravail, justement. De l'IA aussi, parce que ça risque de bouleverser les métiers, les fonctions. Quelle est sa mission sur tous ces sujets ? Oui, alors, télétravail, je pense que je sens un alignement entre nous, donc je pense qu'on va tous se répéter. On peut t'aider si tu veux. Et on va dire que qu'effectivement, dans le lien social, il y a lien et il y a social, et que ça veut quand même dire beaucoup de temps partagé, tout simplement. Avec, en particulier, aujourd'hui, les jeunes qui rentrent dans l'entreprise... la seule manière pour eux de bénéficier d'un vrai développement professionnel, c'est quand même beaucoup... c'est pas juste de la compétence technique, c'est beaucoup de comportemental, en fait, tout simplement, de manière d'être, de manière d'interagir. Et pardon, c'est extrêmement banal ce que je dis, mais en réalité, ça ne passe pas par Teams. C'est pas vrai. On n'apprend pas à être en réunion, on n'apprend pas à prendre la parole correctement via Teams. Donc moi, je suis absolument convaincue que le télétravail, on est allé trop loin. C'est un sujet dialogue social chez Engie, donc on essaye de rééquilibrer tout ça. Et je pense qu'avec l'IA, évidemment, ça va être encore pire, parce que dès lors que vous n'interagissez que par Teams, sur certains postes, vous voyez très bien que finalement, au bout d'un moment, vous interagirez avec un agent. Donc la valeur interaction humaine en proportion de l'ensemble de ce qu'on fait au quotidien, elle va plutôt devoir augmenter avec l'IA. Et cette valeur-là, il vaut mieux la faire en direct. Donc, d'ailleurs, on voit beaucoup de tech qui arrêtent le télétravail et qui même font de la relocalisation. C'est-à-dire qu'ils disent, en fait, on va remettre les équipes toutes ensemble. Parce qu'une manière pour travailler sur l'IA, avec l'IA, il faut en fait, en proportion, avoir plus de temps et de connexion ensemble. C'est ce qui est un peu contre-intuitif, mais c'est une tendance qu'on observe. Donc, croyance très importante, absolument. Donc, la transformation de l'IA, vision positive de l'IA, et sur les sujets inclusion, il faut quand même être très, très volontariste et avoir des politiques avec des objectifs, mesurer les progrès, parce que, encore une fois, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, naturellement, il y a quand même une tendance de reproduire ce qu'on est. Et pour vraiment entretenir ce lien social, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc, pas de la communication, mais des politiques extrêmement volontaristes pour contrecarrer cette tendance naturelle qui est qu'on a plutôt tendance à recruter les gens qui nous ressemblent, qui ont fait la même école que nous, qui ont fait le même parcours. Et là, on a vraiment une machine à reproduire qui est
honnêtement, à mon avis, pas du tout à la hauteur de cette responsabilité. Donc, beaucoup d'objectifs, beaucoup de travail sur le CFA, j'en parlais tout à l'heure. L'apprentissage, très important aussi comme véhicule. Et tout ce qu'on fait aussi avec les lycées pro, parce que c'est souvent, d'ailleurs, dans les lycées pro, on se prépare les métiers de technicien dont on a aussi besoin, bien sûr, pour faire grandir l'entreprise. Mais c'est aussi une manière d'accompagner les jeunes qui sont dans ces lycées pro pour leur donner déjà un pied dans l'entreprise à travers les stages, les mentorats de classe, etc. Je souligne que ces sujets d'inclusion, l'entreprise, en fait, c'est pas un sujet très concurrentiel. Donc, on travaille aussi beaucoup avec les autres entreprises, ce qui me permet de dire un mot sur le collectif des entreprises pour une économie plus inclusive. C'est un collectif qui a été créé en 2018. Engie en fait partie. Il y en a bien d'autres, AXA, etc. Et on travaille ensemble justement sur ces sujets d'inclusion parce que c'est un sujet sur lequel on se dit, en fait, ensemble, on est plus fort. Donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est très concurrentiel dans l'entreprise par définition. Mais il y a certains sujets qui nous rassemblent. Et cette responsabilité de jouer notre part dans le lien social, on est très heureux de pouvoir la mettre en commun. Sur les achats inclusifs dont je parlais tout à l'heure, c'est aujourd'hui un poste d'achat qu'on suit chez Engie et à travers ce collectif également, et donc dont on veut qu'il augmente. Donc c'est assez rare hein, quand vous avez des fonctions achats qu'on essaye d'augmenter nos dépenses, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Et on a des objectifs donc d'augmenter nos dépenses vers les fournisseurs inclusifs, que ce soit dans le handicap, etc. Et je trouve que ça, c'est très important, c'est hyper important parce qu'encore une fois, ça demande quand même de restructurer votre manière d'acheter. Parce que si vous continuez à acheter comme avant, évidemment, ces entreprises, qui sont en général des petites entreprises, vont être exclues des appels d'offres et vous allez les étouffer parce que vos procédures d'appel d'offres sont juste monstrueuses et que les petites entreprises ne peuvent pas y participer. Donc ça demande vraiment de s'organiser différemment et de créer dans votre machine à acheter un espace où on va dire, pour ce type d'achat, vous allez pouvoir aller chercher des toutes petites structures qui sont hyper locales, hyper engagées, qui font travailler des travailleurs handicapés, par exemple, qui sont très engagés dans l'inclusion, et vous allez devoir vous équiper pour acheter avec ces fournisseurs. Ce qui demande, encore une fois, un vrai changement dans vos process et procédures. Et ça, on le fait d'autant mieux qu'on travaille avec les autres entreprises du collectif. Et puisque vous parlez de la distanciation du lien social, Catherine, et la responsabilité de l'entreprise de le recréer, tout à l'heure, Ariel évoquait, vous avez parlé du télétravail et des effets que ça a effectivement sur le vivre ensemble. On peut parler de santé mentale aussi au sein de l'entreprise parce que on révèle, enfin, on voit les chiffres sur le désarroi d'une forme de nouvelle génération et la difficulté à s'intégrer au monde du travail et aussi la souffrance. En quoi une entreprise peut tenter d'adresser ce problème de la santé mentale de ses salariés? Alors, d'abord en prenant le sujet sérieusement. Donc là, c'est pareil, on est quand même aujourd'hui capable d'avoir des programmes assez structurés, notamment de formation des managers, parce que parfois nos managers ne sont pas forcément équipés d'ailleurs à détecter les cas de santé mentale. Ils se sentent parfois pas légitimes, ils se disent c'est un sujet perso, il ne faut pas que j'intervienne, c'est pas mon rôle. Or, évidemment, on passe quand même beaucoup de temps au travail, donc il y a quand même un sujet de détection. Là encore, moi, je fais le lien avec le télétravail parce que je pense que détecter que quelqu'un ne va pas bien à travers un écran, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus difficile que quand vous le voyez toute la journée et que vous prenez un café avec lui. C'est pas du tout pareil. Donc, on travaille beaucoup sur la détection, les signaux faibles, évidemment des canaux type les ressources humaines, etc. Donc, on a des programmes assez structurés, formation. Et c'est très important, d'autant plus que le rythme des transformations s'accélère. Et c'est vrai que pour certains cadres, certains employés, certains collaborateurs, la transformation est source d'anxiété. Il faut quand même le dire, ça crée de l'incertitude. Et donc on a ce No Transformation at Risk, No Mind at Risk, sont des programmes qu'on développe chez Engie pour accompagner au mieux les collaborateurs et les managers sur ces sujets très importants. Daniel, Crédit Mutuel, entreprise à mission également. Vous allez nous dire en quoi ça vous engage et qu'est-ce que ça change. On peut parler évidemment du rôle que vous jouez aussi en matière territoriale, parce que vous êtes aux confins de nombreux acteurs locaux. Et puis peut-être aussi des initiatives que vous avez développées, par exemple pour les populations défavorisées ou pour cette bataille remportée sur le questionnaire de santé aussi pour les prêts immobiliers. Oui, j'en parlerai volontiers.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale Entreprises Coopératives et Mutualistes, il a fallu passer d'un mutualisme un peu de l'incantation au mutualisme de la preuve. Et adopter le statut d'entreprise à mission a été pour nous vraiment déterminant. Parce qu'être entreprise à mission, c'est tout sauf un acte de communication. C'est vraiment prendre des engagements forts, en interne, en externe, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis même des administrateurs, de veiller, et notamment dans une entreprise coopérative comme la nôtre, de veiller à mieux les intégrer à nos process de décision. Et aujourd'hui, l'entreprise à mission est tout simplement au cœur de notre modèle d'affaires. Je veux dire, toute décision importante que nous prenons doit être prise à l'aune de notre statut d'entreprise à mission. Donc ça, c'est extrêmement engageant. Et quand je dis que c'est engageant, ce n'est pas juste un engagement qu'on prend, c'est un engagement qu'on vérifie. Parce que nous avons aujourd'hui un comité de mission, et parfois le comité de mission est plus challengeant même que le conseil d'administration. Donc c'est très, très important de le noter. Et puis nous avons un organisme tiers indépendant qui vérifie tous les 2 ans la parfaite mise en œuvre par rapport aux missions que nous avons. Donc ça, c'est vraiment dans le quotidien. Et puis on sent très bien que les équipes sont complètement aujourd'hui en ligne avec ça. Lorsque je rencontre mes cadres dirigeants, chaque fois je leur rappelle, attention, toute décision, vous la prenez bien parce que nous sommes entreprise à mission et que ces missions sont devenues absolument fondamentales. C'est aujourd'hui une source véritablement d'innovation, c'est une source de transformation, on en a beaucoup parlé, ça facilite encore la transformation, notamment lorsqu'on dit qu'on veut œuvrer pour contribuer à la construction d'un monde plus juste et plus durable. L'ensemble des décisions qu'on prend doivent être en ce sens. Alors vous le dites, on a pris un certain nombre d'engagements. Parce que prendre des engagements, et notamment on a eu besoin de prendre un engagement très emblématique pour montrer également vis-à-vis des tiers ce que nous faisons. Et l'engagement le plus emblématique que nous avons pris, c'est la création d'un dividende sociétal. Entreprise coopérative, on ne verse pas de dividende à nos actionnaires puisqu'on n'en a pas. Et donc, on a décidé de créer un dividende sociétal vers nos sociétaires et vers la société. Et chaque année, nous affectons 15% de notre résultat net consolidé à ce dividende sociétal. C'est un budget de 630 millions d'euros pour 2026. Qui nous permet de faire de l'investissement dans des entreprises qui ont des projets à fort impact environnemental et sociétal, sans retour financier attendu. C'est vraiment l'impact qui nous génère. Ça nous permet d'avoir des actions vis-à-vis de nos clients, et celle dont vous parliez, sur laquelle je vais rester quelques instants, est absolument essentielle. Nous sommes, en tant que banque de détail, un des principaux contributeurs au financement du prêt immobilier, donc l'acquisition de la résidence principale. Un prêt sur la résidence principale se fait en prenant une assurance emprunteur, une assurance sur la vie de l'emprunteur. Or, il existait une forte discrimination par rapport à l'état de santé actuel, mais souvent même passé, par le système du questionnaire de santé, voire du rapport médical. Et nous avons décidé de ne plus poser la question de la santé à nos clients fidèles quand même, 7 ans de clientèle, parce que sinon ça faisait un effet d'aubaine ingérable sur le plan du risque d'assurance. Et effectivement, on a été précurseur en ce sens. On reste aujourd'hui bien mieux disant que l'État. La loi ensuite est venue également en ce sens, en proposant cela également pour un encours de 200 000 euros, alors que chez nous, c'est un prêt de 500 000 euros par tête, c'est-à-dire 1 million par ménage. Et ça a quand même vraiment changé la donne. Et c'est un vrai coût pour l'entreprise, un coût que nous sommes capables d'estimer chaque année. L'an dernier, parce qu'on l'a en plus élargi aux professionnels, c'était un coût de plus de 25 millions d'euros, mais que nous incluons dans ce fameux dividende sociétal. Lorsque nous voulons accompagner plus spécialement les étudiants de familles défavorisées,
on met en place un prêt étudiant à 0%. Lorsqu'on veut accompagner plus largement la vie associative, on dit aux associations, aux petites et moyennes associations, chez nous, vous avez l'ensemble des prestations de services gratuitement et on vous offre en plus une assurance RC des dirigeants. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on a un fort volet de mécénat. On le disait, de plus en plus de fondations d'entreprises. Aujourd'hui, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale bénéficie d'un budget de 130 millions d'euros, de 65 millions d'euros sur 130 millions d'euros d'efforts global faits vers le monde associatif. Voilà. Et ça nous permet des actions très structurantes. Parce que quand on s'engage sur la durée, sur des montants qui sont quand même significatifs, on peut véritablement être un acteur. Et avec des associations, nous avons mis en place un plan en faveur de l'enfance très défavorisée. Donc l'idée, on l'a, on ne sait pas la mettre en œuvre. On travaille avec des associations. Là aussi, on crée beaucoup de liens. Et ensuite, on met en œuvre des actions. Et là, on a mis en œuvre un budget de 17 millions d'euros sur 3 ans. Arnaud Piéton, vous êtes une entreprise de grands projets. Vous faites travailler énormément de gens ensemble, plein de nationalités, d'origines, de métiers différents. Est-ce que ce n'est pas par le travail aussi que finalement, et le fruit du travail qu'on redistribue aux salariés, qu'on arrive à créer ce lien au sein des entreprises? Mais complètement. Je pense que l'idée qui serait d'opposer l'entreprise et la performance financière de l'entreprise du lien social, c'est une très mauvaise idée. C'est des entreprises et le sujet de le sujet de la fraternité, qui est quand même un sujet très français, mais la fraternité ne se prélève pas. Elle se crée, elle se vit. C'est pas quelque chose qu'on est dans. On entend souvent parler dans les médias de prélèvement, de redistribution. Alors la redistribution fait partie du modèle et c'est important de le maintenir. Mais moi, j'aimerais insister sur le fait que il ne faut pas opposer fraternité, cohésion sociale et performance financière. On vient d'entendre le sujet de la fondation et des 600 millions, mais c'est parce que vous avez de la performance financière que vous êtes capable de dédier ce fonds à de la cohésion sociale. Donc c'est très important de ne pas oublier ça. Alors oui, Technip Energies ont fait des grands projets de par le monde, ils sont pharaoniques, mais et on a sur nos projets en général des dizaines de nationalités qui travaillent ensemble, avec des religions différentes, avec des habitudes alimentaires différentes, avec plein de choses. Et ils vivent ensemble sur les chantiers, loin de chez eux, etc. Et tout ça vit ensemble. Donc vraiment, le sujet pour moi, l'entreprise, c'est la cohésion sociale. C'est entreprendre, c'est source de cohésion sociale. Travailler ensemble, c'est créer la cohésion sociale. Et il y a une valeur, peut-être pour conclure, pour faire court, mais il y a une valeur très silencieuse, et Catherine, tu en parlais, qui est fournie par les entreprises. Et cette valeur silencieuse, c'est celle du vivre ensemble, du compagnonnage, de l'apprentissage, de savoir se comporter, quelles que soient les situations, que ce soit en réunion, à un dîner, en situation de crise, faire face à tout ça. Et ça, c'est d'une valeur silencieuse qui est trop souvent ignorée quand j'entends certains opposer entreprise, succès financier et cohésion sociale. Le pire qu'on puisse faire, c'est opposer tout ça. Merci beaucoup. Ariel, c'est peut-être le moment de rassembler tout ce qui a été dit et de conclure. Alors, je ne sais pas de combien de temps je dispose. 3-4 minutes, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos interventions. Alors, j'ai retenu plein de choses de ce que vous avez dit. D'abord, on peut répondre à la question. L'entreprise va-t-elle recréer du lien social? En réalité, l'entreprise, elle crée du lien social. Je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Par rapport à ce que je disais en introduction, le travail, ça reste quand même une modalité d'inclusion et de fabrication du lien social qui est essentielle. Et vous l'avez confirmé. Donc le travail, vraiment, ça reste l'entreprise est un acteur majeur grâce au travail. Mais pas n'importe quel travail. Alors, ce que j'ai entendu aussi, là aussi, il ne faut pas opposer création de valeur économique, création de valeur au pluriel. Donc, on peut créer de la valeur économique et être acteur de cohésion sociale, être inclusif. Catherine Magréau disait quand même, il y a encore du chemin. Donc, il y a encore du travail. Donc, mesdames et messieurs, dans l'entreprise, il faut encore travailler.
J'ai été très sensible à ce que vous disiez sur le fait que lors des pots de départ, on sent que vraiment, pour certains, c'est un déchirement. C'est à la fois, il y a la joie de partir, faire autre chose, mais on voit bien la centralité de l'entreprise. Donc je reviens à mon propos parce que je me suis... on n'oppose pas économie, sociale. J'ai entendu aussi quelque chose de très important. L'entreprise, les hommes, les femmes font confiance à l'entreprise, à condition bien sûr qu'il y ait un projet. Il faut pouvoir adhérer à un projet. On a 2 entreprises à mission, on a aussi des entreprises qui ne le sont pas, mais dont on voit bien la sensibilité. Donc c'est important, la raison d'être, savoir construire un projet d'entreprise qui embarque les gens. Et la dernière chose que je retiens et qui pour moi est quelque chose de très fort, c'est par rapport à ce que disait Arnaud Piéton sur les États-Unis qui à un moment donné ont eu peut-être une façon de voir l'entreprise qui communautarise. Thierry, au contraire, parlait d'altérité. Je crois que la création de liens sociaux, c'est effectivement la reconnaissance de l'autre, l'altérité. Donc, non à la conformité. Il faut savoir sortir de sa zone de confort, se reconnaître. Et hier matin, il y avait des ateliers jeunesse en amont du cercle. Et le cercle et Aix-Marseille Université ont donné la parole à 200 jeunes pour faire des propositions en vue des présidentielles. Et donc, plusieurs jeunes disaient à quel point c'était difficile de rentrer dans l'entreprise quand on n'a pas les codes, quand on vient de milieux sociaux. Et donc vous disiez, ne pas donner toujours les stades de seconde à ses collaborateurs. Oui, donc faire attention à la conformité et voilà, l'entreprise créatrice de liens sociaux grâce à la reconnaissance de l'altérité. Merci beaucoup, merci à tous les 5, merci à vous.